m'appelle Guillaume Lagneau, je suis l'un des cofondateurs de la coopérative d'intérêt collectif, Tout Solar, qui fait de l'installation solaire, mais pas que. J'en parlerai plus tard. Ok, merci beaucoup. Petite présentation. Donc, moi, je suis Fabien Estival, je suis cofondateur de Ma Bibliothèque d'Objets, qui est un service de location d'objets à usage occasionnel. On fait de la location à la semaine avec des livraisons en point relais. On peut réserver sur Internet. Et on propose également des ateliers de réparation et de formation à différents savoir-faire en lien avec la consommation durable. Merci Fabien. Du coup, Camille Magré, cofondatrice du projet associatif Bocal en Verre. Le Bocal en Verre, c'est avant tout une conserverie anti-gaspi. On valorise des fruits et légumes invendus des grandes surfaces et on a un projet aussi d'insertion professionnelle en cours de création sur ce support qui est la cuisine anti-gaspi. Et Merci Camille. Alors, je suis Nickel, donc moi, je suis chargée d'accompagnement chez France Active, et notamment sur le programme J'agis pour demain, qui est un programme d'accompagnement au financement participatif pour les structures de l'ESS. On en parlera un petit peu plus en détail sur Polydège aujourd'hui. Merci. Et nous avons aussi Maïna qui nous accompagne en visio aujourd'hui. Maïna, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous, Maïna Le Floch, je suis chargée de financement chez France Active et je travaille avec Justine sur le programme J'agis pour demain, dont on va parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, on en parle tout de suite, en fait, parce que justement, on est sur cette thématique de financement participatif. Donc, sur ce programme J'agis pour demain, de quoi on parle longtemps? En fait, on parle de financement participatif. Voilà. Donc, de quoi on parle effectivement? Donc, on parle du financement participatif, on l'appelle aussi crowdfunding pour les amateurs. Donc, c'est une collecte d'argent qui est faite auprès de citoyens contributeurs. Et ici, on va évoquer en particulier, à travers les exemples et les témoignages que nous avons sur cette table ronde, on va évoquer en particulier le financement participatif en dons avec contrepartie et ou prévente. Il existe d'autres types de financement participatif qu'on ne va pas évoquer ici. Donc, on peut penser aux royalties, aux prêts, à l'equity. En fait, il s'agit de capital. Donc, tout ça, ce sont d'autres formes de financement participatif qui demandent des typologies d'accompagnement et un outillage qui est un petit peu différent. Donc, ici, on a choisi de parler uniquement de la contrepartie. Les caractéristiques de la contrepartie, c'est qu'il y a bien un objet à financer et puis il y a des paliers avec des objectifs financiers à atteindre. Et puis surtout, on va être dans un temps de campagne court. Donc, ça va se jouer en général autour de 45 jours de campagne. A contrario, il y a les cagnottes. Les cagnottes, c'est du don sans contrepartie et on est sur des temps infinis. Et donc, ça n'est pas à proprement parler une campagne de financement participatif. Et ce qui caractérise la campagne, c'est bien précisément le fait qu'on est sur un temps très court et c'est très intense et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc à travers ces témoignages. Parfait, merci beaucoup. Il y a une double question. Il y avait, c'était le montant et l'autre question, c'était l'objectif, les questions qu'il faut se poser. C'est ça? Les questions qu'il faut se poser. La question, c'était quelles sont les questions? Je pense que l'une des premières questions, là, comme ça, sans trop réfléchir, c'est quel est notre objectif? Parce que, par exemple, dans notre cas, l'objectif, c'était pas gagner l'argent, finalement. On est allé chercher plutôt de la visibilité, de la notoriété de notre offre sur une offre déjà existante. Nous, on apporte quelque chose de différent, mais de l'installation solaire, c'est pas quelque chose de très novateur à la base. Et donc, nous, on est allé plutôt chercher de la notoriété, de la visibilité. C'est complètement différent. Je pense que toute la stratégie est différente si on va chercher, par exemple, à financer, j'entendais des locaux ou ainsi de suite. Voilà. Donc, très important, je pose la question sur l'objectif. Voilà. Et le montant. Eh bien, je pense que ça
l'une des réponses par rapport au montant, c'est ça, quel est derrière l'objectif qu'on vise. Si on cherche à financer un certain montant, ben, il va falloir regarder cet aspect-là. Nous, c'était pas le cas. Donc, déjà, avoir un seuil à 4000, c'était déjà très bien. Parce que on en parlera sans doute après. Lancer une campagne de financement participatif, c'est énormément d'énergie qu'on peut pas passer ailleurs. Et donc, l'investissement par rapport à ce qu'on peut récolter, des fois, vaut pas forcément le coup. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. La deuxième question primordiale, c'est est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les moyens de s'organiser pour ça? Il y a toute la partie travail en amont, il y a énormément d'énergie pendant la campagne et il faut s'en garder un peu sous le coude pour après la campagne. Voilà. Et on nous avait bien briefé avec le programme Jésus pour demain et c'est clair que c'est ultra énergivore, chronophage, et très intense. Je vais laisser la place à aussi. Je vais te laisser parler. Du coup, ouais, je vais rebondir un peu sur les mêmes cas de figure. Donc, les objectifs, nous, on a eu deux d'identifier dès le début, ce qui a fait déjà, on savait que c'était une campagne, enfin, on nous a prévenu un peu que ça pouvait être mieux. Il y avait vraiment un objectif financier, hein, qui est d'acquérir des machines derrière pour la conserverie, ça c'est clair. Et du coup, c'est une source de financement, mais surtout, fédérer une communauté de early adopters, on appelle ça, parce qu'on est en phase aussi de développement commercial pour faire marcher l'activité. Et du coup, derrière, il faut qu'il y ait des clients. Et du coup, on vise un public toulousain sur les locaux qu'on fait. L'idée, c'était de se faire aussi connaître sur notre territoire. Donc, la campagne, elle est ouverte en France aussi pour pouvoir faire la collecte de dons suffisamment, mais c'est surtout pour toucher notre territoire. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi forcément, dès le début, on avait pris conscience qu'on pourrait faire beaucoup de communication en externe, donc ça veut dire être en présentiel à pas mal d'événements. Donc, ça, c'est pendant la campagne. Et donc, on savait que ça rendait la campagne plus. Pareil, je vous dirais la même chose en temps de préparation, vraiment à ne pas négliger. Nous, on a hésité entre deux périodes de lancement. On a préféré celle de préparation, on a préféré celle de l'été pour avoir justement le temps de travailler sur à l'accompagnement et à la préparation de la page pendant vraiment du temps. Et voilà, aussi se dire que la fabrication des contreparties, ça demande du temps, de l'énergie. Communication en interne, si vous faites digital, si on a quelqu'un pour le faire, ça soulage. Donc, le personnel, c'est long. Voilà. Les objectifs et le temps. Ouais, c'est cool. Du coup, nous, on propose, comme je disais, l'objectif principal, de faire connaître nos produits. Donc, les conserves sucrées, on a des partenariats, des productions, des pick-ups. Et en fait, on a fait une campagne aussi autour de l'employé en général. On a diversifié en fait les produits. Du coup, on propose des planches apéro qui sont faites pour réceptionner des bocaux, pour faire des tartines en chute de bois, donc c'est la récup de bois, et aussi des produits textiles à partir de chutes de tissu. Et là, on a deux partenaires avec nous là-dessus. C'est assez chouette. Et vous, les contreparties? Nous, les contreparties, c'était beaucoup moins physique, vu qu'une installation solaire, on ne va pas vendre un morceau de panneau. Non, ça a été on avait un objet, c'était un livre autour de la sobriété. Ensuite, ça a été de la prestation, donc de l'événement. D'ailleurs, il y a eu un événement ici dans cette salle avec un des partenaires qui est en plus sociétaire dans notre site, qui proposait un atelier construit en panneaux solaires en 2 heures. Donc, on avait ce genre de prestations et aussi du service, de l'accompagnement autour de l'autoconsommation, construire son projet solaire. Ça a été plutôt ce style-là. On a aussi quelques ateliers, mais c'est vrai que souvent, c'est bien de varier, même quand on a des objets à proposer en contrepartie. Prévoir pour les gros paliers, soit proposer un atelier, des interventions en fait, du physique et des choses qui prennent du temps. En fait, ça, c'est bien apprécié pour les grosses contreparties. Et du coup, il faut être aussi en capacité de les honorer en temps vu sur votre planning. Nous, on se pose encore quelques questions. On n'a pas tout bouclé, mais en tout cas, l'accompagnement nous a conduit à vraiment questionner quels allaient être nos objectifs, quels étaient nos objectifs. Il se trouve qu'on est dans une phase de projet où on est en train de tester notre service auprès du grand public.
en vue de faire un véritable amorçage. Et donc, on a deux gros enjeux à nous faire connaître. Donc, en fait, là, on a un double besoin, celui à la fois de communiquer, mais aussi d'avoir des moyens pour financer notre amorçage. Et c'est vrai qu'on avait un peu eu tendance à focaliser sur l'objectif financier autour de la campagne, alors qu'en fait, progressivement, on s'est dit qu'on avait un gros intérêt à vraiment axer sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs, sur le travail de notoriété et de transformation. Donc, ça se traduit en termes de contrepartie sur de l'accès aux services, de l'adhésion sur les premières contreparties, puis de l'accès aux services, de l'accès à des ateliers, voire à des ateliers de groupe pour des entreprises ou pour des collectifs ou des familles ou autres qu'on essaie de dimensionner pour que ça puisse répondre à des besoins les plus vastes possibles. On réfléchit aussi à des contreparties qui puissent répondre à des personnes qui seraient éloignées, qui ne seraient pas uniquement toulousaines et qui sont malgré tout potentiellement intéressées par notre service ou en tout cas par l'idée de nous soutenir. Voilà. En tout cas, on a un peu revu nos objectifs à la baisse en termes financiers. Et aujourd'hui, donc, encore une fois, on le raccroche beaucoup à la phase de développement de notre projet où, dans les mois à venir, on va être amené à déployer un petit peu notre projet à l'échelle de la métropole, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un petit peu notre projet, développer le nombre de points relais. Et donc ça va nécessiter une logistique plus importante, donc l'achat d'un véhicule. Donc voilà, c'est des moyens qui vont nous permettre de développer notre outil de production. Voilà. Okay. Peut-être du coup pour compléter, je pense que ce qui est important de retenir ce point-là, c'est que c'est noté pas mal d'idées, mais dans les trois projets qu'on voit là, en fait, on va au-delà de l'objectif financier autour d'une campagne de financement participatif. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de retenir ça, que quand vous lancez une campagne de financement participatif, l'objectif financier, c'est une étape, ça répond à un besoin financier. Il ne faut pas que ce soit le seul besoin. Parce que pour les besoins financiers, vous pouvez avoir recours à des banques, à des financeurs solidaires, par exemple, comme France Active. Mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez d'autres objectifs. Donc là, on voit bien sur les trois projets, il y avait notamment un objectif de notoriété, il y avait un besoin de fédérer la communauté, de commencer à acquérir des nouveaux utilisateurs, de pouvoir vraiment tester les produits pour le. Donc, c'est vraiment déjà dans cet objectif-là, je pense que c'est important de retenir ça. Posez-vous les bonnes questions en termes d'objectifs. Si votre objectif est simplement financier, peut-être qu'il y a d'autres moyens du coup, d'aller financer votre projet. Et puis, si vous allez au-delà, du coup, pour le coup, en effet, le financement participatif peut répondre à ce besoin. Voilà. Et après, ce que je me suis noté aussi, on le voit, on en a parlé, de beaucoup d'énergie. Donc, c'est quand même chouette de pouvoir être soutenu dans une campagne de financement participatif. Maintenant, c'est des choses qui se préparent et du coup, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc là aussi, on entendait, c'est beaucoup de temps, beaucoup de communication. Donc, valider en interne qu'on a bien les ressources disponibles pour pouvoir travailler justement toute cette campagne de communication, à la fois en temps, mais aussi à la fois en capacité, en compétences. Vous voyez, j'imagine, sur des campagnes de financement participatif, souvent on a des vidéos. Donc voilà, est-ce que vous avez des personnes aussi en interne ou en externe qui sont capables de vous épauler là-dessus. On parlait de l'engagement et notamment du montant. C'est pareil, ça va être des éléments qui vont être importants de mesurer quelle est la communauté qui vous entoure aujourd'hui, à la fois sur le plan, ce qu'on appelle le cercle 1, donc vraiment le plan personnel, vraiment vos hyper proches, mais aussi sur les acteurs qui peuvent faire relais, le réseau, et puis voilà, qui pourront derrière diffuser un troisième cercle que vous ne connaissez pas, qui est plutôt on va dire le grand public entre guillemets. Donc c'est vraiment important du coup de bien calibrer ça au départ pour que ça puisse vous aider vraiment à évaluer le montant. C'est quelque chose qu'on a revu notamment dans le cadre des accompagnements. La disponibilité, pour le coup aussi c'est très énergivore, donc c'est important d'être bien disponible. Et après de bien réfléchir au moment où vous travaillez vos contreparties à la cohérence qu'elles ont avec votre projet. Ça, c'est hyper important. Si l'objectif, c'est vraiment d'acquérir des nouveaux utilisateurs, il faut y aller à fond et du coup travailler sur votre produit, votre offre de service
Mais il faut vraiment que ça passe, que ce soit vraiment la composante de votre campagne. Parce que du coup, la partie, le financement participatif, c'est quand même une étape dans une stratégie globale de financement. Donc, si derrière, il faut que vous alliez chercher d'autres fonds et montrer un peu patte blanche avec la campagne de financement participatif, il faut que vous montriez qu'il y a de l'intérêt pour votre produit, pour vos services, et que du coup, il y a un intérêt à vous soutenir pour la suite de votre projet. Oh, génial. Je ne sais pas si... Après, sur la communication, ce qui est important aussi que je vais rajouter, c'est sur l'après. Qu'on parlait tout à l'heure, c'est hyper important parce que vous allez, pendant votre campagne de financement participatif, faire énormément de communication. Donc, engager votre communauté. C'est important que derrière, ça soit quelque chose de suivi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser la stratégie de communication assez loin. Parce que si du jour au lendemain, en fait, vous arrêtez de communiquer alors que vous avez été à fond tous les jours, tous les 2-3 jours à communiquer, ça donne aussi une image assez mauvaise. Donc, ça, c'est hyper important aussi de vraiment préparer l'après au niveau de la communication. Et aussi, l'après, au-delà de la communication, c'est vraiment l'après-campagne. Tu en parlais tout à l'heure, Camille. Comment on est sûr de vraiment assurer le service? Si on a défini des délais de livraison, être sûr que vous soyez en capacité de les assurer, à la fois en volume et aussi en termes de temps. Parce que là aussi, ça va jouer en fait sur l'image que vous allez porter derrière au grand public. C'est vraiment des points sur lesquels il faut être préparé sur cette phase d'après-campagne. Là, c'est un peu difficile de répondre parce que nous, il n'y a que le périmètre des projets qu'on accompagne. Pour l'instant, aujourd'hui, comme disait Guillaume et Camille, c'est plutôt des projets qu'on réussit. Donc, après, je pense que ça va vraiment jouer en fonction de la cible que vous allez adresser, du message que vous allez leur adresser. On en a parlé, il y a des campagnes, c'est quand même de la prévente. Donc, en fait, tout ça permet de tester un marché. Donc, je pense que ça dépend vraiment des messages, de la communication que vous avez, de la cible que vous allez adresser. Et après, je pense que c'est une manière de s'engager aussi pour des contributeurs. En tout cas, dans les projets qu'on... Il y a encore un appétit là-dessus qui continue grave. En général, sur une campagne, on dit que les 2 premiers cercles, donc cercle 1, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment vos hyper proches, ceux à qui vous allez vraiment pouvoir vous adresser en direct. Et le cercle 2, ça va être le cercle plutôt qui va être relais, donc des réseaux dans lesquels vous appartenez ou ce genre de choses. Et en général, la campagne de financement participatif, c'est 75% entre le cercle 1 et le cercle 2. Et justement, les 25% qui seront peut-être ces contributeurs qui se baladent sur les plateformes, et je n'y crois pas encore là non plus, mais qui sont plutôt du grand public, on est sur 25% en moyenne. Hein. Après, ça reste des moyennes. Et voilà, comme disait Maïla, c'est vraiment ceux qui portent, qui décrivent au niveau de vous, votre projet, ceux qui sont convaincus par le projet, la personne, comme Guillaume, la personne, le projet, et ensuite derrière la manière dont vous allez communiquer. C'est pour ça que c'est hyper important, non pas seulement de prévoir des posts et des canaux adressés, mais aussi de préparer des relais de communication et des outils pour des ambassadeurs ou autres, des personnes qui vont pouvoir aussi relayer l'information. Donc vraiment leur mettre des outils à disposition pour qu'ils puissent bien communiquer autour de J'ai une question. Du coup, ça s'adresse quasiment qu'à des particuliers. C'est des particuliers qui font des gens, il y a peu d'entreprises à qui on peut communiquer. Alors, sur les campagnes de dons contre dons, en effet, en général, c'est vraiment plutôt des campagnes qui sont adaptées pour des cibles particuliers. Il peut y avoir... oui, en fait, après, ça existe, oui, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt des projets qui sont adaptés pour les particuliers. Après, il peut y avoir une ouverture aussi, on le voit sur certaines campagnes, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une cible particulière, mais que vous commencez à réfléchir à toucher une cible professionnelle, ça peut être par exemple une des contreparties. Vous pouvez avoir une contrepartie qui est un atelier collectif pour un comité d'entreprise. Vous voyez, en fait, avoir des contreparties qui puissent aussi s'adresser à des cibles professionnelles.
Ça, c'est un moyen aussi de pouvoir toucher du tout. On va faire faire, c'est ce qu'on va faire faire à nous. Typiquement, on a sur des paliers un petit peu élevés. On a mis des contreparties qui s'adressent typiquement aux entreprises, c'est-à-dire quelqu'un, un salarié qui serait membre d'un CSE ou qui serait élu à un CSE ou qui serait membre d'un service RSE ou en tout cas qui s'intéresserait à cette question-là. On se dit qu'il peut se faire ambassadeur auprès de son entreprise en tout cas, ça peut l'interpeller sur le fait que notre offre de service, elle propose des actions qui peuvent s'intégrer au sein de l'entreprise. Après, pour autant, ce qu'on cherche à faire passer, nous, c'est le message qu'il y a cette possibilité-là. C'est pas tant d'aller chercher un contributeur entreprise parce que la probabilité, elle est proche de zéro. En fait, c'est sur des paliers à 1000 ou 1500 euros. Et en fait, probablement qu'il n'y aura pas de contributeur là-dessus. Mais c'est l'idée de, voilà, dans cette idée d'être dans une campagne de communication et de travailler la notoriété, c'est voilà, faire savoir que ça fait partie de notre offre de service. Après, attention à ne pas brouiller parce que c'est vraiment important d'avoir un contributeur cible sur une campagne. Et donc, c'est trop dangereux d'adresser à la politique de tout cible. Il faut vraiment faire attention de ce côté-là. Et après, si vous êtes sur un type d'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être plus sur des outils comme Weedwood, Lita, qui sont des campagnes plutôt d'equity ou de royalties, et qui peuvent, pour le coup, là, plutôt s'adresser à des cibles. Ouais, j'ai rebondi sur le fait que du coup, la cible, elle va vraiment imprégner tout le contenu médiatique que vous allez créer. Et du coup, si c'est une cible très spécifique au sein de votre projet, quelqu'un de l'extérieur qui va venir vous consulter sur vos réseaux va peut-être croire que c'est votre unique proposition et peut-être que du coup, c'est un écueil. Après, voilà, chaque campagne a ses spécificités, mais ça entache vraiment, ça embellit toute la communication que vous avez, tout le contenu que vous avez créé. Donc, c'est bien que ce soit réutilisable par la suite et que ce soit en lien avec vraiment votre proposition de base. En fait, avant, justement, Guillaume, tu parlais du temps qu'on est à la préparation, etc. Il faudrait le quantifier. Ce temps de pré-campagne, après de campagne peut-être, et même d'après-campagne, c'est possible. Alors déjà, il y avait, je ne sais pas si le programme a évolué, mais sur le programme J'agis pour demain auquel on était, il y avait 10 webinaires de 1 heure, pour moi 1 heure, je crois, entre midi et 2, donc ça c'était assez pratique. Derrière, il y a eu, je pense, 3 sessions de travail collectif sur c'était une demi-journée. Ça, c'était sur la partie 2021, vraiment en amont du travail pour dégrossir le sujet, comprendre les stratégies finalement qu'on ne voit pas quand on regarde les financements participatifs sur les plateformes. Après, sur vraiment la préparation de notre campagne, de janvier, donc on avait un accompagnement individuel par le programme J'agis par demain, donc il y avait Maïna notamment qui nous accompagnait. C'était une fois tous les 15 jours, je crois, de janvier à avril, donc sur un créneau de 1 heure et 1 heure et demie. Et nous, on travaille, on était toujours au minimum en binôme, voire en trinôme, sur des sessions, on va dire, par semaine, c'est de faire 3 heures par personne. Donc en tout, une bonne journée si on prend toutes les heures cumulées. Ça, c'était sur la prépa. Et des gros moments, quand on fait une vidéo, forcément, là, c'est pas 7 heures. Hein. C'est le temps de filmer, il y avait plus de monde, forcément. C'est de suite 3, 4 jours de boulot juste pour le montage de la vidéo. Pour la campagne, je dirais que c'était plus light pour moi, en tout cas. 3 heures par semaine, je pense. 3 heures par semaine. Mais c'est vrai que, 3 heures par semaine, mais je devais au moins, comme on avait tous les contenus préparés, il y avait donc le responsable finalement bénévole de la campagne qui passait au moins 2 heures le temps de programmer les posts et on compte pas le temps pour répondre à tous les commentaires et tout ça. Ça fait pas partie des heures que j'ai données. Pour la suite, il y a quand même eu
en tout et pour tout, je pense une bonne semaine de boulot en tout. Et pour J'agis pour demain, justement, peut-être on va ajouter à ça, du coup, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que ça permet en effet vraiment, tout à l'heure, on parlait des objectifs stratégiques qui pouvaient être liés à le fait d'aller chercher un appui financier, mais pas que, d'aller mobiliser une communauté. Bah, ça sert aussi à mobiliser une équipe, à fédérer une équipe autour d'un projet. Souvent, c'est vrai qu'on ne définit pas forcément au départ, mais ça peut faire partie, pour le coup, des objectifs. Et voilà, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est important, c'est aussi d'avoir, mais un peu comme pour tout, un temps de célébration aussi, de célébrer derrière le post-campagne quand c'est réussi. Voilà, ça me paraît important. Après, peut-être, je ne sais pas, Marina, si tu veux réagir sur un peu l'évolution du programme, parce que du coup, Guillaume a parlé de l'édition 2021, mais c'est vrai que ça a pas mal bougé sur 2022. Ouais, donc comme vous l'avez entendu et compris, le financement participatif, c'est pas que de l'argent, c'est un outil puissant avec un effet de levier qui peut être à plein de niveaux importants, au niveau des équipes, au niveau du financement, au niveau de la communication, au niveau de la structuration générale de votre projet entrepreneurial. Et donc, il convient de le réussir, en fait, cette campagne, parce qu'effectivement, comme tout à l'heure, on l'évoquait, il y a quand même pas mal d'enjeux et si on passe à côté de ces enjeux-là, ça envoie des signaux négatifs. Voilà, autant ça peut être très positif, autant ça pourrait l'être assez négatif si ce n'était pas réussi. Maintenant, tout s'explique, hein, mais il faut encore une fois communiquer. Et donc, c'est pour vous accompagner et pour mettre toutes les chances de votre côté dans la réussite de cette campagne qu'on a monté le programme J'agis pour demain avec Toulouse Métropole. Donc, c'est un programme qui s'adresse aux structures de l'ESS de Toulouse Métropole. Et donc, ce qu'on propose, effectivement, 2022, c'est une configuration un petit peu différente que celle que Guillaume a connue et qu'il a évoquée tout à l'heure, puisqu'on se positionne sur du fil de l'eau, donc c'est-à-dire qu'on se veut très agile pour pouvoir être là quand vous en avez besoin, puisqu'on l'a vu, il y a vraiment un moment clé où on est prêt à monter une campagne, où on est prêt à gérer l'après-campagne, et ce moment-là, il ne peut pas être décrété parce qu'on propose un super temps à ce moment-là. Bon, bref, c'est vous qui décidez. Et donc, nous, on s'adapte à vous. Et c'est ce qu'on a voulu faire sur cette édition-là. Du coup, ce qu'on propose, c'est une première partie qui est de la formation à travers des MOOC. Donc, ce sont des vidéos que vous pouvez visionner quand vous le souhaitez. Il y a 9 vidéos où on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le financement participatif. Ensuite, on va parler aussi des éléments plus opérationnels. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se préparer au financement participatif? Comment est-ce qu'on gère l'après-campagne? Et puis une partie d'accompagnement, où là, ça se fait avec une candidature que vous nous adressez. Et l'accompagnement, concrètement, c'est on va vous outiller. Notre rôle, c'est de vous outiller pour que vous ayez les moyens de bien calibrer votre campagne. Donc, on vous outille pour bien calibrer votre montant de financement. On vous outille pour que vous pensiez à votre budget, parce qu'on l'a vu, une campagne de financement participatif, c'est des sorties, ça n'est pas que des entrées, c'est aussi des sorties financières. Donc, il y a un budget à anticiper si on ne peut pas avoir de mauvaises surprises. La préparation des pages, bien sûr, et puis le rétro-planning, puisqu'il y a quand même plein d'actions à monter et dans un temps court, temps sur lequel on vous propose un rythme. C'est ça aussi l'accompagnement J'agis pour demain, c'est un rythme. Donc en général, c'est 6 rendez-vous, mais c'est tout à fait modulable. 6 rendez-vous une fois par semaine ou tous les 15 jours en fonction de la façon dont vous avancez, encore une fois, pendant lequel on va vous donner des objectifs, vous écouter, vous guider, et puis éventuellement aussi vous donner un certain nombre de points de vigilance, puisque là où
on se positionne aussi sur l'accompagnement, c'est valider avec vous que vous avez bien tous les prérequis pour lancer cette campagne, puisqu'on l'a vu, il faut des compétences, il faut du temps, il faut une équipe qui est mobilisée autour de ce projet-là, il faut être en capacité de gérer l'après-campagne. Et donc, il y a vraiment voilà, ces éléments-là à discuter avec vous, être bien sûr qu'on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et donc ça, on y passe pas mal de temps aussi sur l'accompagnement, valider avec vous ces prérequis. Et puis ensuite, c'est un regard extérieur, tout simplement, un regard extérieur qui peut être précieux dans le cadre de la communication. On va jouer les candides et puis vous dire ce que ça nous fait, nous, en tant que contributeurs lambda, contributeurs potentiels lambda, comment est-ce que vos messages passent et puis comment est-ce qu'ils sont adaptés à votre cible. Alors après, ça reste votre campagne et on n'est absolument pas garant de sa réussite. Par contre, on va vous apporter un regard extérieur et on va vous guider, mais ça reste vous qui faites les choix et qui menez in fine votre campagne. Voilà pour cette édition 2023. 2022, pas du tout. Pardon, j'avais une petite question juste par rapport à la typologie des structures qui peuvent être accompagnées. Est-ce qu'il y a un minimum de temps que la structure a dû déjà exister, on va dire, ou être en... Voilà, est-ce que n'importe quel porteur de projet, en fait, à quel moment, en fait, on peut lancer une campagne de financement participatif? Est-ce que c'est un projet un peu solide? Est-ce que... En fait, à partir du moment où les objectifs sont bien, on a parlé des objectifs tout à l'heure, à partir du moment où ils sont bien précisés et quand on a les compétences et la disponibilité dedans et que ça s'inscrit dans un parcours, dans un parcours de l'entreprise cohérent, on peut finalement faire du financement participatif à tout moment dans la maturité d'une entreprise. Voilà, maintenant, il se trouve qu'effectivement, sur des temps d'amorçage, c'est particulièrement puissant, mais on peut aussi le faire sur du changement d'échelle et on peut également le faire sur un temps d'émergence. Mais effectivement, à ce moment-là, il faut bien caler les objectifs de la campagne. Donc, il n'y a pas de réponse figée à cette question. Je voulais un petit peu peut-être finir votre structure en fait, qui ont été accompagnées ou qui vont être accompagnées par le programme J'agis pour demain. Quel conseil ou pourriez-vous donner à des personnes qui ont encore ce doute-là, qui ne savent pas trop, vous avez des conseils, des bons... Je me dis, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais c'est un petit conseil comme ça, on disait qu'il n'y a pas vraiment de personnes bon sur les sites comme Ulule, parce qu'ils en manquent regarder, mais par contre, si vous voulez monter un projet, c'est bien de benchmarker en avance. Tout ça, du coup, ça fait partie des premiers outils que l'accompagnement propose, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, les autres campagnes, celles que vous aimez esthétiquement, celles que vous aimez le message, celles que vous aimez bien la construction, ce que vous n'aimez pas aussi. Et ça, même si vous n'avez pas une deadline de campagne à lancer, c'est bien d'aller voir de temps en temps, ce sera du travail mâché pour après. Enfin, je pense. Voilà. Conseil. Allez, du coup, voir la campagne de Boc à l'envers. On a quelqu'un qui a benchmarké sur nous, qui a contribué, c'est rigolo, et ils ont lancé hier. Il y a un peu des canaux comme ça. On avait fait pareil. On avait participé à des campagnes sur lesquelles on avait apprécié la façon dont on communiquait, le produit derrière. Ouais, donnant, c'est sympa. Ouais. Moi, je rejoins complètement ce que tu dis là sur le benchmark parce que c'est une étape qui, nous, on s'était pas. C'est une étape qui prend vraiment du temps. En fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a vraiment des approches assez différentes, des façons de faire assez différentes. Donc, en fait, on va ingurgiter un petit peu tout ça et se faire une synthèse, en tout cas, essayer de trouver le ton, la façon d'envoyer des messages qui nous correspond, parce que comme tu disais, c'est bien d'être fidèle à
ce qu'on porte et à ce qu'on veut véhiculer. Voilà, cette étape, elle est assez intéressante pour apprendre, pour se donner des idées, pour s'inspirer, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va véhiculer ces messages et être percutant, parce que effectivement, il faut qu'on touche les gens, en tout cas les contributeurs à qui on a envie de parler, faut les toucher. Et donc, c'est important d'être sincère et de véhiculer vraiment notre image. Donc, ce travail-là, il est hyper important. Et je rebondirai également sur ce que tu disais. Nous, on se retrouve dans une phase où, en fait, on s'était mis pour objectif de lancer notre campagne en novembre. Et en fait, le temps de préparation, il est hyper long. Donc, ne pas hésiter, si vous avez envie d'être accompagné par l'équipe de J'agis pour demain, de le faire suffisamment tôt parce que, mine de rien, tous les outils, le temps de les prendre en main, etc., c'est finalement relativement long. Le temps de préparation, il est long. Donc, ne pas hésiter à y aller un petit peu à l'avance, ne pas trop tarder parce qu'en fait, ça coûte pas grand-chose de le faire et ça permet de pas perdre de temps et de pas se retrouver dans une situation un petit peu inconfortable comme nous, on l'est en ce moment. Pas trop savoir si on va réussir à la lancer dans les temps ou pas. Parce que nous, la problématique, c'est qu'à Noël entre deux, et Noël, c'est pas la meilleure période pour avoir une campagne en cours. Voilà, il y a aussi des questions de calendrier par rapport à la vie du projet et le calendrier global à prendre en considération. Donc, voilà, ne perdez pas trop de temps si jamais vous êtes intéressé. Bon courage pour la suite, bon courage pour le démarrage. Pour cette énergie. Merci énormément au programme de Pour demain, à l'équipe de France Active aussi de nous avoir présenté ce dispositif, d'avoir organisé aussi cette pause déjeuner avec nous.